Bonsoir et merci de suivre la RTB. Finalement, le nouveau gouvernement formé par Christophe Dabiré est tombé cet après-midi. L'annonce a été faite tout à l'heure sur nos antennes par le secrétaire général du gouvernement, M. Wenceslas Sanou. Une équipe de 32 membres chargés de relever plusieurs défis, notamment sécuritaires et la cohésion sociale, tout en poursuivant le développement du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette composition? Comment analyser les défis auxquels l'équipe d'Abiré sera confrontée? Analyse et commentaires au cours de ce plateau spécial. Et avec nous, Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter. Bonsoir. Bonsoir Foussé. Merci de venir commenter l'actualité avec nous. Avec nous également, Dieudonné Zungrana, directeur de publication de Aujourd'hui au Faso. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir analyser et commenter l'actualité ici au Faso. Nous attendons d'un moment à l'autre Martine Yabré, des organisations de la société civile. Mais en attendant, on va revenir sur la composition du nouveau gouvernement à travers l'annonce de Stéphane Wenceslas Sanou, et avant de revenir sur ce plateau. Et donc, je vous invite à redécouvrir la composition du nouveau gouvernement Christophe Dabiré et avec Wenceslas Stéphane Dabiré et Sanou. Décret numéro 2019-0042/presse/PM portant composition du gouvernement. Le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2019-0004/presse du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète. Article 1. Le gouvernement du Burkina Faso est composé ainsi qui suit. Ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Monsieur Moumina Chérif Sy. Ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, Monsieur Siméon Sawadogo. Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Monsieur Alpha Bari. Ministre de la Sécurité, Monsieur Ousseni Kompaoré. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Bessolé René Bagoro. Ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Monsieur Paul Robert Tiendré-Beogo. Ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Monsieur Stanislas Waro. Ministre de la Santé, Madame Léonie Claudine Lougué-Né-Sorgo. Ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Monsieur Lassane Kaboré. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur Al-Kassoum Maïga. Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Monsieur Seni Mahamadou Ouedraogo. Ministre du Développement, de l'Économie numérique et des Postes, Madame Adja Fatimata Ouattara Né-Sanon. Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Monsieur Rémi Fulgence Danguino. Ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, Monsieur Salif Ouedraogo. Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Monsieur Nyuga Ambroise Ouedraogo. Ministre des Infrastructures, Monsieur Eric Wendemanega Bogouma. Ministre de l'Énergie, Monsieur Bachir Ismaël Ouedraogo. Ministre des Mines et des Carrières, Monsieur Oumarou Idani. Ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Monsieur Vincent Dabendi Dabilougou. Ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, Madame Hélène Marie-Laurence Ilboudo, née Marshall. Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Monsieur Aruna Kaboré. Ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Soumanogo Koutou. Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes,
M. Salifou Thiemtore. Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Maurice Dieudonné Bonané. Ministre des Droits humains et de la promotion civique, Mme Maminata Ouattarane Ouattara. Ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, M. Bathiou Bassière. Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Abdul Karim Sango. Ministre des Sports et des Loisirs, M. Daouda Azoupiou. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement chargé du budget, Mme Edith Clémence Yaka. Ministre délégué auprès du budget de l'Économie, des Finances et du Développement chargé de l'aménagement du territoire, Mme Pauline Zouré. Ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, chargé de la décentralisation et de la cohésion sociale, Madame Madiara Sagnon Tunetou, ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, chargé de la recherche scientifique et de l'innovation, Monsieur Urbain Ibrahim Koulidiati. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso Ouagadougou le 21 janvier 2019. Roch Marc Christian Kaboré, le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré. Le deuxième décret, numéro 2019-0043, presse, portant nomination du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2019-0004, presse du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2019-0042, presse PM portant composition du gouvernement, décrète, article 1. Monsieur Stéphane Wenceslas Sanou est nommé secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 24 janvier 2019. Roch Marc Christian Kaboré. Je vous remercie. Voilà, Dieudonné Zoungrana Bourema Ouedraogo, la composition de l'équipe d'Abiré. Mais juste après cette annonce, le directeur général de la RTB a fait un commentaire de cette composition. On va juste le réécouter avant de revenir sur ce plateau pour nos échanges. On écoute Pascal Thiombiano. Un nouveau gouvernement qui est désormais connu depuis tout à l'heure et nous recevons le directeur général de la RTB, M. Pascal Yembouani Thiombiano, pour son analyse. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, Madame Douagneau. Vous avez le micro. Elle est désormais connue, la nouvelle équipe qui devra aller immédiatement au front pour faire face à la situation nationale qui l'exige. Une équipe de 32 membres, elle compte en son sein 7 dames, une de plus comparativement au groupe que dirigeait l'économiste Paul Kaba-Tieba. 8 nouveaux arrivants, voici en résumé ce qu'on peut dire. Il s'agit de faire dans l'efficacité avec une équipe déterminée à relever les nombreux défis. Les premiers enseignements à tirer, c'est que nous avons aux commandes une équipe de jeunes, de femmes et d'hommes expérimentés qui vont aller au charbon. Les postes régaliens de la sécurité et de la défense sont tenus par des personnes qui devront très rapidement tout mettre en œuvre afin d'aller vers des lendemains meilleurs côté sécurité. Je ne vous apprends rien en rappelant que notre pays est dans l'œil du cyclone pour ce qui concerne le terrorisme. C'est l'objectif numéro 1 de la nouvelle équipe. Stabiliser le Faso sur l'ensemble de ses frontières en repoussant énergiquement l'adversaire dont la face hideuse se cache partout et finalement nulle part. Le ton avait été donné il y a quelques semaines avec la nomination de nouveau chef d'état-major général des armées. Il incombe désormais au nouveau patron de la défense et de la sécurité de renforcer la jonction entre les hommes sur le terrain et l'ensemble de la hiérarchie civile et militaire. Le déterminant central qu'est l'équipement sera sans aucun doute repris à bras-le-corps afin de poursuivre les actions menées par l'équipe sortante. Doter les troupes de moyens conséquents pour réussir les missions, c'est un objectif prioritaire. Que dire alors de la sempiternelle question du renseignement? Une et une seule certitude,
Aucune armée ne pourra venir à bout du terrorisme sans une collaboration franche, directe et efficace des populations des villes et des campagnes. On a souvent parlé de ce manque de cohésion au sein des FDS face à l'ennemi commun. Le leitmotiv devra être l'union entre frères d'armes pour vaincre cette hydre qui fait tant de mal au pays des hommes intègres. Le secteur de l'éducation est mis en pole position dans ce gouvernement à dessein. C'est une autre des priorités du nouveau gouvernement qui veut améliorer les chiffres. Sur le front social, cette équipe, on l'a déjà souligné, est attendue dans le dialogue avec les partenaires sociaux au niveau donc du secteur public et du privé. Répondre aux aspirations légitimes des travailleurs, c'est tout à fait normal, en tenant compte bien évidemment des réalités financières du pays et lutter efficacement contre la corruption. Bref, il faudra promouvoir la bonne gouvernance. Ce sont là les adjuvants indispensables pour amener la confiance et instaurer un climat propice au dialogue fécond. Alors, un constat, monsieur le directeur général, c'est la suppression du poste de ministre d'État auprès de la présidence du FASO. Quelle est votre analyse sur cette suppression? Cette suppression, on peut le dire, répond à la volonté de réduire le train de vie de l'État. Et l'exemple à ce niveau doit venir d'en haut. Un ministère qui est supprimé, c'est un certain nombre de charges qui sont également supprimées. Et donc, on peut l'inscrire dans ce domaine. On peut également rappeler que M. Simon Compaoré est vice-président du parti au pouvoir et ce départ donc du gouvernement devrait lui permettre de se consacrer entièrement aux activités politiques. Vous savez que notre pays entre très prochainement en campagne. 2020, ce n'est plus très loin et donc ceci donc pourrait également trouver une explication à ce niveau. Et parlant donc de la réduction du train de vie de l'État, je note également que le poste de haut représentant auprès du chef de l'État est supprimé. Tout cela donc doit contribuer d'une certaine manière à réduire donc ce train de vie de l'État. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, d'être venu sur notre plateau pour nous faire cette analyse de la composition du tout nouveau gouvernement. Voilà, c'était Pascal Thiombiano qui analysait, commentait à chaud la composition de l'équipe d'Abiré. Bourema Ouedraogo, vous êtes éditorialiste, directeur de publication du journal Le Reporter. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gouvernement de combat? Est-ce que c'est votre perception? Moi, je commencerai par, je dirais, ouf. Mais finalement, tout ça pour ça. Parce que quand on a annoncé effectivement le départ du Premier ministre, quand on a annoncé la nomination de M. Christophe Dabiré comme Premier ministre, vu le fait, parce que personne ne s'attendait à un monsieur comme lui pour diriger le gouvernement, et quand on fait appel à ce monsieur-là, on donne l'impression effectivement qu'il faut s'attendre à un grand chamboulement au niveau de l'exécutif, parce qu'effectivement le contexte exigeait, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, que le problème aujourd'hui effectivement au niveau de ce gouvernement, c'est qu'on a comme l'impression que ce n'est pas un gouvernement qui force l'administration quant à sa volonté de travailler réellement pour résoudre les problèmes qui se posent au peuple burkinabé. Alors, à chaud comme ça, quand on regarde que de ce gouvernement, il y a eu 8 partants pour autant d'entrants, c'est parce que quand on dit il y a un qui est parti, mais le problème c'est qu'on a supprimé le ministère de... le poste du ministre d'État. Je dirais le ministère créé pour Simon Compaoré parce que ça n'existait pas. On a supprimé ce ministère, mais on a créé un autre ministère en scindant le ministère qui dirigeait René Bagoro en 2 ministères. Donc il n'y a pas effectivement à ce niveau un grand changement. Mais ce que je note, c'est que dans la forme, ce gouvernement reste toujours pléthorique. Parce que pour un pays, effectivement, qui veut réduire les trains de vie de l'État, 33 ministres, c'est trop. On voit même qu'on a dû couper certains ministères. On ne sait pas exactement à quoi ça renvoie et en quoi, effectivement, on veut réduire les trains de vie de l'État avec 33 ministres. Deuxièmement, ce qu'on note, c'est qu'effectivement, il y a au moins, il faut rendre justice... là où on doit rendre justice à ce premier gouvernement d'Abiré, c'est quand même le départ d'un certain nombre de ministères, des ministres qui étaient décriés parce qu'on ne voyait pas réellement
beaucoup de gens étaient convaincus qu'il n'y avait pas les compétences requises pour diriger les ministères dont qu'il pilotait, à savoir la défense, la sécurité. Et puis, bon, je crois aussi qu'on a le départ qui suscite beaucoup de questions sérieusement dans ce gouvernement, c'est le départ de Dame Rosine Coulibaly, Dame Rosine Sori, Coulibaly, oui, parce que effectivement, c'était la tête en tout cas pour beaucoup, c'était la tête une figure de proue, c'était la tête qu'il fallait encore dans ce gouvernement. Curieusement, elle est partie. Certains disent qu'elle était sur le départ, elle voulait partir depuis longtemps. Peut-être qu'elle a profité de l'occasion pour s'en aller. Ou peut-être effectivement qu'à force de vouloir dire je m'en vais, le président a fini par dire bon, l'occasion s'est présentée, je m'en débarrasse. Pour finir, je dirais que il y a également le professeur Nicolas Médard. Lui, c'est la grande curiosité. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a bien pu faire, effectivement, pour qu'après seulement un an, on le débarque. Mais peut-être aussi que c'est dû à toutes ces considérations géopolitiques, comme on le dit, parce que le Premier ministre est du Sud-Ouest comme lui. Est-ce qu'il ne fallait pas, effectivement, sacrifier... Il aurait pu aider son frère Est-ce qu'il ne faudrait pas sacrifier un du Sud-Ouest pour, effectivement, le Premier ministre? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il, effectivement, qu'il ne fait pas partie de ceux qu'on pensait qu'il devait, en tout cas, c'est vrai que quelquefois son nom est sorti, mais beaucoup de ceux qui sont annoncés comme partants, comme le ministre Bonané, qu'on a dit qu'il faisait partie des partants, est toujours là. Bon, il fait partie, son maintien fait partie des plus grandes surprises de ce gouvernement, parce qu'on s'attendait effectivement à ce qu'il fasse partie des partants. Il y a aussi que, pour finir, je dirais que finalement, le président n'a pas pu trouver cette fois-ci, il n'a pas été suffisamment bon tailleur pour trouver une camisole pour Simon Compaoré. Donc, certainement qu'il retourne pour gérer le parti dont il va peut-être passer président par intérim, peut-être qu'il va passer maintenant président plein. Et comme disait Pascal Tchombiano, 2020 n'est pas loin, il pourrait effectivement avoir une camisole peut-être de directeur de campagne ou de faiseur de roi. Donc. Dieudonné, est-ce que c'est votre sentiment également que finalement le casting... Bon, vous savez, comme disait Lionel Jospin, un remaniement, c'est comme une dévaluation. Cela s'annonce après. Bon, or, dans le cas d'espèce, bon, depuis quelque temps, bon, on entendait remaniement, donc, quand même, les gens s'attendaient à un grand chamboulement. Alors, on remarque que ce réaménagement était moins radical, comme le souhaitait, en tout cas, l'opinion et puis beaucoup de gens, parce qu'on aura remarqué que presque deux tiers de l'ancienne équipe est resté. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, il n'y a pas eu de césarienne ni de forceps, mais un réaménagement ciblé autour de quelques dossiers particulièrement sensibles, à commencer notamment par la sécurité et la défense. Tueries, assassinats, rapts, dont Tueni et Yirgou sont les deux exemples emblématiques. Bon, vous connaissez le nouveau ministre? Tous ceux-ci, oui, on en viendra. Tous ceux-ci ont contribué à vraiment à ce que Roch limoge la totalité des ministres chargés, comme je disais pour paraphraser Paul Foucault, les ministres chargés de surveiller et de punir. Donc Jean-Claude Bouda et Clément Soro passent donc à la trappe. Donc ça, c'est un peu la première leçon. Bon, Bourem a parlé de curiosité. Il y a aussi le départ de la Grande Argentière. Bon, je pense que quelque part, on peut supputer quelques explications. Et je pense que les grèves à tiroir, son bras de fer avec le SINAFI, le SNAID, peut-être ne sont pas étrangers à ce départ. On a aussi le départ de... Vous voulez dire que les syndicats ont eu la tête... Bon, je n'aurais pas, mais bon, je me perds en conjecture. Peut-être que, justement, ces grèves-là, à sempiternelle grève, n'ont pas fini, le bras de fer, bon, toujours, bon. Sinon, c'était effectivement la figure de proue. Mais peut-être que c'est ces grèves-là qui ont contribué, le Front social au Minifid qui a peut-être contribué, peut-être qu'elle voulait aussi partir. Et puis, bon, l'occasion faisant le larron, on ne peut pas vraiment, je n'en sais pas, je me perds en conjecture. Il y a aussi au niveau de la jeunesse, le docteur Smaïla, bon, qui a été remplacé. Là, je crois qu'il y a eu la donne partisane MPP qui a été remplacée par Salif Kim-Touré. Bon, je crois qu'il y a eu un autre aussi qui est parti, qui était un peu du parti. Et bon,
ça c'est un peu les leçons à chaud qu'on peut tirer. Bon, vous me demandez si le ministre de la Sécurité... Bon, je vais commencer d'abord quand même par le ministre de la Défense. Oui, le ministre de la Défense, si Chérif, bon, avant de revenir, si Chérif quand même, bien, son nom était avancé, hein, ça bruissait depuis fin novembre, son nom était avancé pour prendre le... Donc, c'est une demi-surprise en tout cas pour certaines personnes. Il est le fils d'un général, le général Babassi de vénérable mémoire. Il a grandi quasiment dans les casernes, autant dire que... Bon, il connaît pas mal il a quand même certains promotionnaires, certains connaissants qui aujourd'hui sont des colonels ou bien des généraux. Quand il était au CNT aussi, il s'est fait quelques acquaintances avec certains militaires. Donc tout cela, en étreignant le ministère de la Défense, ça compte beaucoup. Parce qu'on a une armée qu'il faut quand même reformer. Mais je pense que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour vraiment réussir. Il lui faudra plus. Il a du caractère. Ce sont des atouts qui lui permettront de manager une armée à reformer. Je sais aussi qu'il aime mettre la main dans le cambouis. C'est un gars, je ne m'étonnerais pas qu'il se lève un jour pour passer quelques jours, pour aller passer une semaine au Sahel avec les militaires. Ça Vous aussi. êtes en train de lui suggérer des actions? Non, je dis, donc, je connais un peu l'homme, je sais qu'il est capable de ça. Donc, il met la main dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il est capable, effectivement, d'aller séjourner avec les FDS dans le Sahel. Maintenant, son talon d'Achille, le grand frère Chérif, il faut souvent qu'il soit moins sentencieux, parce qu'il aime asséner des vérités. Bon, souvent, ça ne passe pas. Bon, il faut qu'il sache aussi... C'est quand même le Yadga. Voilà, bon, oui, mais bon, souvent aussi on se trompe. Le Yadga n'est pas un démurge. Je sais de quoi je parle. C'est un homme qui trompe. Je parle sous le contrôle Voilà, donc ce n'est pas un démurge, il est souvent sentencieux. Bon, il aime asséner les vérités, engoncer dans ses vérités. Il faut souvent aussi quand même écouter les autres. Il faut aussi qu'il sache arrondir les angles et peut-être il aura beaucoup de chance. Revenons au ministre de la Sécurité, qui est un ancien Pandor, Ousseini Komporé. Il a été commandant de l'état-major de la gendarmerie sous Sankara, sous la Révolution. Mais je pense qu'après la rectification, bon, je pense qu'il se susurre que Blaise l'a appelé et il a refusé. Il était, je crois, tout dernièrement dans le système des Nations Unies, à l'UNICEF ou quelque chose comme ça. Au pour ce monsieur, je dirais que c'est un retour à la maison et dans la maison. Il revient au Burkina et au milieu de ses frères d'armes. Bon, même si effectivement, comme dirait quelqu'un sur ce plateau, il y a l'âge du capitaine, il a quand même pris de l'âge, mais c'est un gendarme. Donc, quelque part, le président du Faso s'est déjugé sans se déjuger. Parce qu'il a dit qu'il ne mettrait jamais un militaire, un gendarme, c'est un militaire, il avait dit qu'il ne mettrait jamais un militaire dans le gouvernement. Mais bon, comme dirait le général MacArthur, un vieux militaire reste un vieux militaire, quel que soit. Donc, le commandant Ousseini Komporé, il reste un gendarme. Donc, on voit qu'il y a eu un fléchissement quand même du chef de l'État qui a, par petites touches, le commandant Ousseini Komporé est revenu dans le gouvernement. Donc, quelque part, bon, l'opinion qui réclamait un corps habillé dans le gouvernement et même les militaires, les gendarmes qui murmuraient, bon, ont une petite satisfaction, même si le président s'est un peu déjugé, parce que oui, il y a un militaire qui revient à la personne, il ne porte plus la tenue, mais c'est un Pandore. Donc je pense que quelque part, ces deux postes emblématiques-là, au moins le gouvernement a le mérite d'avoir un peu changé, parce que quand même c'était des ministres décriés. Maintenant, pour le reste, je pense que ce gouvernement-là, c'est un peu, à part quelques changements, c'est une copie pâle de l'ancien gouvernement, parce que je pense que beaucoup sont restés à leur poste. Donc le chamboulement tant attendu n'a pas eu lieu et il faudra attendre de voir, parce que c'était justement sur la sécurité et la défense que les gens attendaient vraiment le président au tournant. Bon, donc, il faut attendre. L'éléphant annoncé est venu avec... bon, je ne dirais pas ça. Bon, il y a eu quand même... vous savez, congédier, c'est très facile, comme je l'ai dit. Remanier, c'est très difficile. Et remédier, c'est encore plus corsé. Or, souvent, c'est... Mais pour vous, ici, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce qu'il fallait peut-être recomposer une... Moi, je m'attendais en tout cas, compte tenu
Mais moi, j'ai commencé un peu à être un peu dubitatif quand ça a duré, l'accouchement de ce gouvernement a duré. Je me suis dit que ça coinçait quelque part parce que le Premier ministre a été nommé c'est le 21, on a attendu 5 jours avant. Je me disais que ça coinçait. Mais je m'attendais, comme ça coinçait, je me disais que, bon, on allait quand même avoir un chamboulement, mais on n'allait pas élaguer. Or, bon, beaucoup, comme je dis, 3/4 de l'équipe est resté à son poste. Bon, donc, je me dis qu'il n'y a pas eu de grand réaménagement, mais les deux ministères, quand même, sur lesquels on attendait le chef de l'État, ont été pourvus de nouvelles têtes. Donc, bon, je crois que c'est là-bas les gens attendaient. Bon, mais il y a d'autres postes aussi, effectivement. On s'attendait peut-être à d'autres changements, comme au niveau de l'habitat. Même il se susurrait qu'au niveau de la justice, il y allait avoir un changement. Bon, le portefeuille de la justice est resté. Donc, au finish, je pense que c'est un gouvernement. On a essayé de faire le ménage au niveau de la défense et de la sécurité, sans plus. Bon, il faut attendre maintenant de voir, parce que quand même, c'est des ministères aujourd'hui qui sont sur la sellette. Merci. Pendant que Martine Yabré nous rejoint sur ce plateau, Bourema, on l'a vu, 7 femmes qui viennent au gouvernement. Le président, apparemment, n'a pas tenu promesse là également, puisqu'il avait parlé de la parité. Et nous avons 7 femmes. Est-ce que c'est bon à prendre? Oui, bon, Madame Yabré qui nous reviendra dira si c'est bon à prendre parce que... on a 8 femmes. Il y a une de plus que l'ancienne... Il y a une femme de plus que l'ancienne équipe, mais une femme de plus et 33, ça ne fait pas de parité. Mais je crois que... Je vais vous me permettre de revenir sur quand même les questions, les deux ministères dont Dieudonné a parlé tout à l'heure, à savoir la sécurité et la défense. À la défense, justement, avec Chérif Sy, comme il a dit, Chérif Sy, c'est, comment on appelle, il a, au cours de ces dernières années, notamment lors de son passage au niveau du Conseil national de transition, il a eu quand même effectivement une certaine, je dirais, une certaine complicité avec beaucoup d'éléments, en tout cas des forces de défense et de sécurité, notamment après le coup d'État. C'est vrai que son histoire lui-même, son histoire en elle-même, c'est une histoire de caserne. Mais je ne reviendrai pas dessus parce que c'est un enfant des casernes. Donc là, on ne revient pas sur ça. Mais je crois que ce qui est déterminant, c'est de voir si Chérif Sy pourra capitaliser l'effort qu'il a pu susciter, ou en tout cas l'enthousiasme qu'il a pu susciter, c'est au niveau de la jeune génération d'officiers de l'armée, pour effectivement rejeter le putsch manqué de 2015, pour réinvestir cet enthousiasme-là dans effectivement la défense du territoire national, dans la lutte contre le terrorisme. Ça ce serait peut-être pour ça effectivement qu'on lui a fait appel. On verra effectivement si elle commandante, puisque c'est comme ça que les jeunes résistants l'avaient surnommé en son temps, elle commandante reprend du service, on verra effectivement comment il va pouvoir effectivement imposer un nouveau style, un nouveau, ou en tout cas, même c'est pas forcément imposer, mais comment il va pouvoir imprimer une nouvelle marque au niveau des forces de défense en matière de lutte contre le terrorisme. S'agissant effectivement de la question de la sécurité, Dieudonné a raison de dire que le président s'est un peu déjugé parce que on était surpris de voir effectivement, je le disais tantôt avant qu'on monte sur le plateau, que c'était, en tout cas, la surprise c'est qu'il y a un militaire qui rentre dans le gouvernement, même si effectivement il ne vient pas directement il était en réserve de la République. Mais un militaire reste un militaire, oui. même s'il a démissionné, c'est pas forcément... Ouais. Mais au fond, comme on l'a dit, je crois que c'est les deux chantiers sur lesquels on espère beaucoup de ce gouvernement. Moi, je crois que si au niveau de la sécurité et de la défense nationale, on arrive à relever les défis parce que le pays vit depuis depuis plus de 3 ans maintenant, sous le pays poids sous la menace terroriste. On a des difficultés à apporter les réponses qu'il faut.
Beaucoup ont invoqué un problème de management au niveau de la hiérarchie militaire, au niveau même de la politique de défense nationale, au niveau même du ministère, parce que beaucoup ont indexé le ministre Bouddha, le ministre Clément Ouedraogo en son temps, et Clément Savadogo en son temps, pour dire effectivement que le problème devait venir de là. Maintenant, effectivement, ils sont partis, donc les nouveaux venus doivent savoir effectivement que les autres sont partis parce qu'on a estimé qu'ils n'étaient pas à la hauteur des défis sécuritaires qui se posent au Burkina Faso. Donc, eux, effectivement, doivent pouvoir apporter les changes. Sinon, effectivement, il va falloir qu'on recommence très rapidement à rechercher les oiseaux rares pour faire en sorte que on puisse sortir de cette situation de crainte permanente. Les autres viennent nous attaquer et puis répartir. Chaque fois, c'est des individus armés non identifiés qui nous attaquent. Des gens qui viennent à moto, alors qu'on a toute une armée, toute une police nationale, Donc, il faut effectivement qu'à ce niveau-là, on sente que nous sommes l'État et que l'État doit pouvoir quand même faire face à des individus qui viennent à moto pour attaquer le pays. Oui, je vais ajouter que, bon, pour le moment, en tout cas, je pense que les deux promus à la défense et à la sécurité bénéficient de préjugés favorables. Bon, pour prendre le cas de Chichérif, je crois que, bon, quand même, il doit avoir carte blanche pour agir, parce que c'est ça aussi. Il doit avoir carte blanche pour agir, parce que le président doit au moins lui donner cette carte blanche-là, même si ce n'est pas un blanc-C. Et il doit pouvoir effectivement capitaliser, essayer de vraiment ces connexions-là, parce qu'on est en guerre. C'est un remaniement de guerre, en fait. Voilà, parce que ces deux postes-là, c'est sur ces deux postes-là, en tout cas, les Burkinabés attendaient vraiment le président Roch au tournant. Bon, il les a changés. On attend maintenant de voir comment cela va donner, qu'est-ce que ça va accoucher. Et un Chichérif, il est attendu, le commandant Ousseinou Kompore aussi est attendu. Comme je dis, lui aussi, il revient chez ses frères gendarmes, même s'il était en réserve de la République. Qu'est-ce qu'ils pourront donner pour vraiment inverser la tendance face à cette guerre asymétrique-là? Je pense que réponse d'ici quelques mois. Martine Yabré, bonsoir et merci de nous rejoindre. Je le disais en début d'émission que vous allez nous rejoindre d'ici là. Et on l'a vu très rapidement, votre réaction par rapport à la composition de l'équipe du Premier ministre Christophe Dabiré. Et puis, sur l'aspect genre, puisqu'on l'a vu... 7 femmes dans le gouvernement, alors que des promesses avaient été faites d'équilibrer les choses. Est-ce que le compte y est? D'abord, c'est de souhaiter une excellente mission au nouveau Premier ministre et à toute son équipe. Et c'est vrai, on a souhaité un minimum de représentation de 30% des sexes au gouvernement, effectivement. Et également, c'était une promesse ferme. Et lors de la célébration du 8 mars passé, le chef de l'État a pris l'engagement, ou du moins il a promis à l'opinion et aux femmes que le prochain gouvernement allait comporter en lui au moins 30% de représentation au profit des femmes. Ben, malheureusement, le gouvernement qui est sorti sur 32 ministres, on a 7 femmes, soit un taux de 21-80%. Donc moins de 30% bon, déjà. Oui, et si on s'en tient, à la promesse et au principe de représentation pour influencer toute décision dans tout organe mis en place et conformément aux engagements du Burkina Faso, aussi bien au niveau international que sous-régional, on pourrait dire qu'il a failli à sa promesse et que en tout cas, la promesse n'est pas tenue, certes, et les engagements ne sont pas respectés. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même nécessité de remarquer que depuis la Révolution, qu'on avait vu une femme à la tête d'un ministère en charge de la santé, par exemple. Depuis Adjara Toubamba, on n'en avait jamais eu, et c'est maintenant avec Claudine Louguet que nous avons une femme à la tête d'un ministère en charge de la santé. Et évidemment, on perd le ministère en charge de l'économie avec le départ de Rosine au profit d'un homme. Et bon, on garde le ministère délégué. On a aussi, je pense, l'aménagement du territoire. Et délégué, le ministère délégué qui revient à une femme. L'économie et de l'aménagement du territoire. Voilà. Il y a aussi les droits civiques. Oui, les droits civiques, il y a eu la scission entre... Un ministère plein. Oui, un ministère plein. Oui, mais qu'à cela ne tienne. Voilà, donc, voilà. Et pour dire qu'il y a quand même des innovations
de l'Innovation et également le ministère de l'Action sociale, qui est en même temps en charge de la femme, de la famille, de la solidarité nationale et des actions humanitaires maintenant. Je pense que ça devient un peu trop lourd. C'est bon, mais c'est un peu trop lourd. On aurait pu avoir un ministère plein en charge des questions de femmes et puis un ministère en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient que les promesses politiciennes, il faut s'en méfier, certes, mais si on lit au contexte, d'aucuns diront que dans ce contexte assez sensible, je sais que j'ai fait un post où on m'a interpellé, il y en a qui disent, des internautes qui disent que dans un contexte sécuritaire, sensible, vous permettez de parler de quotas et autres. On dit non, c'est des principes. Est-ce à dire que la question sécuritaire ou la sensibilité du contexte politique importe peu aux femmes? La question de la sécurité nationale aujourd'hui est des questions suffisamment sensibles, sont aussi de la responsabilité des hommes que des femmes. Et évidemment, le Burkina lui-même, il prend des engagements auxquels il souscrit auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies à un certain nombre de résolutions, 1325, 1820, 2242, qui prônent l'implication des femmes dans les mécanismes de paix. Donc on ne peut pas prétexter... à la fois relever des défis prioritaires et tout en poursuivant les principes qu'on se fixe. Tout à fait. Il y a les engagements qu'on prend, il y a ce qu'on peut faire, mais généralement, c'est toujours mieux de ne pas prendre des engagements qu'on ne peut pas réaliser, de peur vraiment que ça ne dépeigne sur soit l'image ou vraiment la parole donnée. Oui. C'est vraiment important. Oui, Bourema Ouedraogo, on l'a vu également, Clémence Yaka, Pauline Zouré, reste ministre déléguée, finalement. On aurait pu... Oui, c'est vrai que elles font partie des plus constantes depuis l'arrivée de Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir. Mais elle reste ministre déléguée depuis le premier gouvernement jusqu'à ce gouvernement. Peut-être que il aurait fallu peut-être qu'au départ de Rosine Koulibaly, on fasse monter l'une des deux, peut-être ministre titulaire en charge de l'économie et des finances, ça n'a pas été le cas. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a le fait aussi que quand on prend le ministère de la Jeunesse, on fait partie un plus jeune pour mettre un moins jeune au niveau de ce ministère en charge de la Jeunesse. Donc là aussi, effectivement, ça pose problème. On s'attendait effectivement à ce qu'on rajeunisse davantage l'équipe, mais on a comme l'impression que peut-être qu'on a estimé qu'il y a des gens plus expérimentés pour gérer les questions des jeunes. Non, je ne suis pas pour le jeunisme, Quand on dit qu'il faut mettre... Bourema termine, vous l'avez la parole. La question de fond, c'est que... en fait, c'est quoi? Quand on fait... tout le monde, beaucoup d'observateurs savaient déjà qu'il allait être difficile pour lui de rester Ismaïla Ouedraogo au regard des dernières tambouilles politiques, que ce soit au niveau de la région du Nord qu'il a avec ses aînés. Beaucoup de gens disaient d'ailleurs que... Beaucoup d'entre eux diraient d'ailleurs que tout le monde pouvait rester au gouvernement sauf lui. Peut-être qu'ils ont réussi effectivement à avoir sa tête. Donc, dans ce gouvernement aussi, on peut percevoir aussi qu'on a pu régler quelques petits comptes politiques aussi à certains indisciplinés, si je peux m'exprimer ici. Oui, Dieudonné. Oui, je dis le génisme pour le génisme, je ne suis pas pour. Oui, quand on dit oui, promotion des jeunes, il faut promouvoir aussi des jeunes compétents. Il faut aussi avoir le courage de le dire. On n'est jamais bien servi que par Voilà, parce que les gens disent... Non, je le dis aussi, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, oui. Oui, si... Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui a critiqué la compétence du docteur Smaïla. Non, je ne parle pas du cas d'espèce, mais c'est parce que, bon, vous avez... Parce qu'on entend aujourd'hui, ouais, il faut laisser monter les... Mais avant qu'on ne soit vieux, on a été jeune. Donc, le génisme pour le génisme, je ne suis pas pour. Mais je veux revenir aussi, bon, il y a aussi quand même un aspect important de ce gouvernement-là. On a maintenant 2 ministres d'État. Vous savez qu'un ministre d'État, il a une spécificité. Il n'est pas comme le... Chichilif a été promu ministre de la Défense, ministre d'État. Et Simeon Sardou aussi, non seulement on l'a ajouté, compte tenu aussi de la conjoncture nationale, la cohésion sociale. Ça veut dire, avec ce qui s'est passé à Yirgou quand même, on se rend compte que notre vivre ensemble est en train de foutre le camp, passez-moi le terme. Donc, quand même, on a ajouté la cohésion nationale à ce ministère-là, détenu par Simeon Sardou. Donc, on a élargi ses prérogatives. Donc, c'est quand même... Avant, on avait un seul ministre d'État. Aujourd'hui, on en a 2.
bon, c'est quand même, on a un peu alourdi parce qu'un ministre d'État, c'est quand même quelque chose. Donc, ça fait... Et ça coûte cher aussi. Oui, ça coûte cher, oui, c'est une particularité. Oui, ça coûte cher. Une particularité aussi. Vous, les journalistes, voilà. Les histoires d'argent, ça coûte cher et autres. Oui. Mais attends, la démocratie a un coût, la paix a un coût. Hein? La démocratie a un coût, la paix a un coût, ça coûte cher. Mais si, évidemment, il faut ça pour qu'on puisse avoir des résultats qui puissent nous permettre d'être un peu plus stables. Je pense qu'il ne faut pas être aussi avare dans ce sens. Ça, c'est important. Vous avez parlé tout à l'heure de bonne gouvernance, oui, la bonne gouvernance, la réduction du train de l'État, du train de vie de l'État, quand même, ce n'est pas dans ce contexte forcément. C'est pas dans ce contexte forcément. C'est vraiment un certain nombre d'avantages et comment on peut dire, d'avantages inexplicables par moment qui sont attribués à des personnes et au-delà de ce qui doit leur revenir en principe pour les efforts qu'ils fournissent. Pour vous, existe le nom pléthorique de... Non. Etc. Bon, ne dévions pas l'objet de notre débat. Je ne me contredis pas. Les principes que vous avez dictés sur la question de la femme. Maintenant, quand il s'agit des autres, je ne me déduis pas, je ne me contredis pas du tout. Je dis seulement le principe de la réduction du train de vie de l'État. On est tous pour. Mais il y a des contextes, ce n'est pas parce qu'on érige quelqu'un en ministre d'État qu'il faut tout de suite opposer le principe de réduction du train de vie de l'État. Il n'y a pas un lien forcément direct, même si ça engendre des coûts financiers. Ça, c'est clair. C'est ce que je dis. Et peut-être que ça n'engage que moi. Mais je voudrais dire par ailleurs, puisque vous m'avez interpellé sur la question de la représentation des femmes, vous avez dit d'analyser, de donner mon avis par rapport à la prise en compte du genre. Mais vous n'avez pas dit par rapport à la prise en compte des femmes. J'ai analysé sous l'angle femme, représentation de femmes, mais en ce qui concerne le genre, je pense qu'il a abordé un peu, puisque le genre va au-delà de la femme. Voilà, et évidemment, j'allais également observer c'est vrai qu'on ne veut pas le jeunisme pour le jeunisme, certes, mais il y a des jeunes aussi qui auraient pu être responsabilisés. Moi, je connais des jeunes qui sont capables d'assumer un certain nombre de responsabilités aussi. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, en passant, il faut saluer le fait que les jeunes au gouvernement ont été maintenus. Ça, c'est assez essentiel. Mais il faut travailler quand même à renouveler la classe politique. Ça, c'est important. Ce n'est pas un conflit de génération qu'on veut créer, mais il est important de mettre en place des mécanismes de représentation pour arriver à un renouvellement tacite de la classe politique. C'est important. Oui, mais pour ce renouvellement, je sais là-bas, mais vous savez bien qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique. Ce renouvellement-là, se fait, mais de crescendo en crescendo. On ne peut pas décréter, nulle part on a vu, nous sommes au pouvoir, nous avons un certain âge, allez, vous les jeunes, venez nous remplacer. Ça ne se fait pas comme ça de façon automatique. Donc, je suis d'accord. La mobilité politique, la mobilité économique, chacun a réclamé ça, mais dire aux jeunes, nulle part on a vu ça. Les jeunes aussi bousculent, et les vieux, et puis ils poussent aussi les vieux à la porte jusqu'à ce que, par apprentissage propédétique, ce qu'on appelle la propédétique politique, ils accèdent aussi aux rôles qui sont les leurs. Et je ne suis pas totalement d'accord avec la démocratie, c'est vrai, elle coûte cher, mais aujourd'hui, on est dans un contexte où, effectivement, et entre la démocratie et le développement, souvent, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue aussi ce côté développement-là. C'est vrai que, aujourd'hui, on a besoin de la démocratie, de quoi pour vivre, mais est-ce qu'il faut aujourd'hui sacrifier le développement sur l'autel de la démocratie? Ça aussi, c'est vraiment, on peut faire une thèse sur ça, mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? La démocratie, ce n'est pas seulement les élections, ce n'est pas la formation d'un gouvernement, ce n'est pas... La démocratie est vraiment vaste, mais le développement aussi est quand même protéiforme. Donc, voilà. Donc, dissocier aujourd'hui démocratie de développement. Oui. En 30 secondes, oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? De plus en plus, regardez, j'aime toujours prendre le Rwanda.
le Rwanda, qui aujourd'hui, est-ce que le Rwanda est un pays démocratique? Aujourd'hui, Paul Kagame, mais le point de vue développement, c'est le jour et la nuit. Oh, le Rwanda s'est inspiré du Burkina. Je vais dire que même les Européens aujourd'hui, souvent, on flatte notre ego en disant oui, soyez, bon, voilà, vous allez faire des élections, de quoi ou quoi, mais de plus en plus, les investisseurs sont prêts à aller dans des pays qui ne sont pas totalement démocratiques, mais qui sont sûrs. Or, la sûreté, là, c'est quoi? C'est lié aussi à un problème de développement. Aujourd'hui, on est confronté à une guerre asymétrique. Il faut que nous sécurisons d'abord, et ça, c'est aussi un problème de développement. Il faut que nous sécurisons d'abord le pays, et puis les gens, ça va de pair, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la démocratie, pour la démocratie, là, je ne partage pas totalement ce point de vue. Voilà. Je crois que si la question de la réduction du train de vie de l'État, le fait qu'on ait des institutions pléthoriques, effectivement, est anti-réduction du train de vie de l'État. Ça, c'est clair. Parce que quand vous regardez notre pays, regardez toute la plutocratie institutionnelle que nous avons. Ça coûte combien quand tu prends tous les 33 ministères maintenant qu'on a, les hauts que je ne sais même plus il y en a combien, le Conseil économique et social, plus les institutions constitutionnellement reconnues, ça fait combien? Et tout ça, on ne peut pas réduire le train de vie de l'État en multipliant les institutions. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est même, aucune théorie économique ne peut défendre cette thèse-là. Je ne suis pas économiste, mais je crois qu'une institution a son prix. Mais tant qu'on peut faire peu avec efficacité et que ça ne compromette pas effectivement l'intérêt général, il faut aller sur ça. Pourquoi les grandes démocraties n'ont même pas 20 ministres? Mais nous ne sommes pas plus démocratiques que la France et les États-Unis, mais ils ont combien de ministres, eux? Ça aussi, il faut qu'on y réfléchisse. Si on veut, effectivement, la démocratie coûte cher. En fait, il faut que nous, au niveau de nos pays, on ne voit pas si des principes qui nous permettent de ne pas faire d'efforts, en proclamant un certain nombre de principes qui nous empêchent effectivement de faire l'effort, de serrer la ceinture quand il le faut. C'est ça la première observation. Toujours en revenant sur ce gouvernement, quand on prend... Moi, je ne parle pas de jeunisme pour le jeunisme. Je ne dis pas effectivement de changer tous les jeunes. Mais dans un pays... Non, attends. Non, dans un pays... Je termine sur ça. Dans un pays comme le Burkina Faso, où effectivement, plus de 60% de la population est jeune, il est clair qu'il faut que ces jeunes-là sentent qu'à travers les acteurs qui les représentent, ils peuvent espérer quelque chose. Or, de ce qu'on a vu, quand vous regardez la classe politique, mais ça aussi, je l'ai dit et je le répète, ça c'est la faute des jeunes. Parce que si les jeunes veulent effectivement un renouvellement de la classe politique, il ne faut pas qu'ils attendent que les vieilles briscards leur cèdent la place. Il faut qu'eux se mobilisent et s'engagent. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'ils vont contraindre les autres à la sortie pour pouvoir récupérer effectivement la place qui leur revient. Donc, non, à ce niveau-là, parce que les jeunes aujourd'hui, le problème des jeunes aujourd'hui, c'est que les jeunes préfèrent être des bons petits, des vieux briscards qui sont à la retraite, qui refusent de prendre la retraite, que de prendre les risques de l'engagement. Et ça, c'est un gros problème. Donc, il faut effectivement qu'ils prennent les risques de cet engagement. Dernière chose, pour ce qu'on attend de ce gouvernement, parce que là, ce qu'on attend de ce gouvernement, effectivement, c'est qu'au-delà du discours, au moins qu'on sente quelque chose. Parce que Paul Kaba-Tcheba a passé 3 ans à nous rabâcher les oreilles avec le Burkina is back. Alors que les Burkinabés se cherchent chaque jour que Dieu fait. Donc, il faut effectivement que les Burkinabés sentent effectivement que le pays est revenu, effectivement, et que le Burkina is back, ou au moins qu'on commence à sentir que des choses sont en train de changer. D'abord, sur les questions de sécurité, on en a parlé, mais également aussi toutes les questions d'emploi, toutes les questions, effectivement, de la promotion des entreprises, parce que si on ne favorise pas la création et le maintien des entreprises, on ne peut pas espérer la création d'emplois et de richesses. Oui, Martine Yabré, c'est vrai que c'est un gouvernement qui va relever des défis, notamment sécuritaires, mais aussi des questions de cohésion sociale. Mais il faut poursuivre le développement du pays, qui reste également une priorité importante et indispensable. Évidemment, moi, je voudrais dire qu'au-delà de tous les discours et toutes les analyses que nous pouvons faire, je suppose que ceux qui ont mis en place ce dispositif ont conscience des enjeux, des défis que nous avons au niveau du développement du pays. Et évidemment, il y a quand même un certain nombre d'urgences. Évidemment, aplanir les questions de cohésion sociale, les régler
vraiment très rapidement en enclenchant un vrai processus de réconciliation nationale d'un côté et puis de l'autre côté, et développer vraiment des meilleures stratégies pour pouvoir sécuriser le territoire parce que l'intégrité du territoire est suffisamment menacée et on n'a pas besoin de porter des loupes pour cela. Donc, moi, je pense quand même que c'est déjà une équipe qui est tombée aujourd'hui et on peut les juger et autres, mais il faut qu'on leur donne le temps. Quand je dis le temps, ça ne veut pas dire encore oui. J'espère qu'ils pourront relever les défis que nous avons tous. Elle termine quand même. Oui, oui, j'espère qu'ils vont évidemment relever ces défis. Parce que vous savez, la question de la réconciliation nationale, on doit aller maintenant au-delà du discours. C'est important, on a une entité qui est là. Le H-Croun est là pour travailler sur les questions de réconciliation nationale. Encore faudrait-il qu'on lui mette tous les moyens nécessaires pour pouvoir travailler. C'est ça le problème. Ne pas discourir et après, il n'y a rien qui suit. C'est ça en fait. Il y a des urgences, il faut aller très vite. Et il faut donner le temps à cette équipe de nous prouver d'ici là qu'on a eu peut-être tort de les juger avant. Voilà. Donc je pense que c'est important. Je pense que le temps, c'est justement ce que ce gouvernement n'aura plus. Parce que si on prend on parle du fait que les 3/4 de l'équipe ont été reconduites, l'état de grâce, c'est fini. Il y a eu 3 ans, c'est pratiquement, bon, il y a eu 2 remaniements, mais on a reconduit les mêmes. Or, je remarque que c'est les mêmes, pratiquement les 3/4, c'est les mêmes têtes qui ont été. Donc, ce temps-là, il nous reste quoi? Le mandat du président Kaboré, il est même 1 an. Parce que 2020, c'est une année électorale. On ne compte jamais la dernière année. Donc, c'est 2019. Si voilà, non, je ne suis, en tout cas, pour moi, personnellement, le temps, ce gouvernement n'a plus le temps et ils doivent travailler le feu aux fesses. Parce que, justement, s'il y a les 2 ministres de la Défense et de la Sécurité, les nouveaux arrivants, ça, eux, on attend au pied du mur. Mais les anciens, je pense qu'il y en a quand même qui doivent un peu mieux mouiller le maillot plus qu'avant, parce qu'ils étaient là depuis 3 ans. Il y en a qui vont boucler 5 ans, il y en a qui ont fait 3 ans, et je parie qu'ils comptent faire les 2 ans qui restent. Donc 5 ans, un quinquennat. Donc ce que vous n'avez pas pu faire en 3 ans, pour pouvoir relever ça en 1 an, parce que moi je ne compte pas 2020, dans tout pouvoir, la dernière année électorale, ça même c'est parce que les gens espèrent que le président Roch Kaboré, il aura un second mandat. Mais attendez, à partir de 2020, si par extraordinaire, en 2020, le président Roch, il est reconduit, vous allez voir même qu'à partir de 2022-2023, il y en a repus qu'ils sont, ils ont eu leur ministère, ils vont commencer même à prendre leur distance avec le pouvoir pour voir de quel côté va pencher encore le pouvoir pour migrer vers ces cieux cléments-là. Donc, c'est ça le problème. Donc, donc aujourd'hui, le temps, ce gouvernement n'a plus le temps et il faut vraiment aller vite parce que le peuple en a assez d'attente. Donc, moi, je suis fondamentalement en désaccord avec Mme Yabré. Ce gouvernement n'a plus le temps parce que leur donner encore le temps, puisqu'on a reconduit pratiquement... Je ne vous demande pas de donner le temps au gouvernement. Non, je ne vous demande pas. Ils ont déjà donné, elle vous répond et... Voilà, ils ont déjà eu 3 ans et vous dites encore qu'il faut leur donner encore un peu de temps. Le temps... elle vous répond et on continue. De toute façon, ça ne peut pas... Le temps qu'on leur donnera ne sera pas le temps, sera pas un temps de plus que ce qu'ils ont pour travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Je précise. Vous me laissez finir. Oui, on ne peut pas nommer et sortir une liste de membres de gouvernement aujourd'hui et en même temps, il y a un certain nombre de pressions. Je dis non, je dis simplement, il y a des défis. Nous en sommes conscients. J'estime que ce gouvernement... J'estime que ce gouvernement, et je suppose que ce gouvernement a été mis en place en connaissance de cause. En connaissance de cause, et je pense que ceux qui l'ont mis en place ont la pleine mesure. Ont la pleine mesure. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Ce gouvernement est sous pression et stressé parce qu'il y a des chantiers qu'ils ont laissés, on a reconduit certains. Qu'à cela ne tienne, je ne suis pas sur ce plateau pour défendre un gouvernement, mais je donne mon avis clair et net.
le gouvernement, on vient de connaître la liste du gouvernement maintenant. Aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire. Je dis, au moins, le temps dont je parle, c'est le temps au moins de s'installer sur le fauteuil, Exactement. de prendre service et de traiter urgemment les dossiers. Il y a des urgences. Il nous parle d'élections. Moi, je ne vois même pas d'élections si on n'apaise pas la situation. Pendant que vous avez une partie, écoutez, dans le jeu de la démocratie, il faut contextualiser, parce que tout simplement, la démocratie burkinabé ne peut pas ressembler à la démocratie française ou américaine ou belge, ainsi de suite. Il est clair. Il faut être clair. Une partie du territoire est plus ou moins inaccessible aujourd'hui. Des écoles fermées. Dans ce contexte, comment on organise des élections? Le problème de fond, effectivement, qu'on attend de ce gouvernement, quand on dit qu'ils n'ont pas le temps, c'est dit il y a des centaines d'écoles qui sont fermées. Il faut que ces écoles soient rouvertes. Ça, c'est déjà un défi aussi pour ce gouvernement. L'autre défi, c'est qu'effectivement, des individus armés non identifiés ne continuent pas de venir à moto assassiner des Burkinabés et repartir tranquillement. Ça, c'est un autre grand défi. Le troisième grand défi, quand on parle de cohésion sociale et de réconciliation nationale, moi, je crois que il ne faut pas que ce soit du discours. La réconciliation nationale, c'est pas... encore que moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour aller à la réconciliation, il faut que tous les acteurs soient de bonne foi et que ce ne soit pas que des individus veulent que voient en réconciliation nationale une absolution totale de leurs propres errements de par le passé. Et ça, effectivement, parce que pour qu'on ait à la faute, il faut qu'il y ait à la réconciliation, il faut qu'il y ait la reconnaissance de la faute et la demande de repentir. Et ça, on n'a pas encore, je ne pense pas qu'on pourra le faire effectivement d'ici là. Peut-être que, comme on le dit, il y a des gens du CDP qui continuent de dire que le Premier ministre est de leur parti. Peut-être qu'il saura effectivement travailler à faire en sorte qu'il y ait une réconciliation. Mais on va s'arrêter là pour ce débat. Il faut relancer aussi dans les économies locales. Oui, on va s'arrêter là pour ce débat. Certainement qu'on aura d'autres occasions pour revenir là-dessus. Merci à Martine Yabré d'être venue pour cette réaction à chaud. Merci également à Bourema Ouedraogo d'être venu et à Dieudonné Zungrana. Merci à vous, téléspectateurs, pour votre attention à cette émission et à bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.